le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto. Et nous sommes ensemble ce samedi. Oui, ça y est, milieu de journée déjà, il est midi. Salut l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence, bonjour à tous les auditeurs. Alors dites donc, il paraît qu'on va parler d'assurance si on fait son covoiture ce matin, ce midi. Exactement, on peut faire, ça va devenir je pense une pratique de plus en plus fréquente parce que ça permet de faire des économies sur le trajet. On va rappeler qu'on n'a pas le droit de gagner d'argent quand on fait du covoiturage, sinon c'est du commerce. Mais il faut prendre quelques précautions en matière d'assurance. Puis tiens, une question, si votre covoituré, pendant que vous êtes allé faire pipi à la station-service, se barre avec votre voiture, vous êtes assuré comment? Parce qu'il a les clés, il a tout, hein. Voilà une bonne question. Bonne question. Et puis si notre covoituré a un malaise dans la voiture, comment ça se passe? Voilà. Enfin voilà, on va poser toutes ces questions. S'il tombe par la portière négligemment en essayant de fuir. On en parlera en détail, bien évidemment. On va aussi, évidemment, vous donner la parole au 0826 300 300 pour poser toutes vos questions. L'essai du jour, c'est la Ford Kuga. Oui, c'est un modèle que j'attends depuis des années. Alors c'est le Kuga hybride et FlexiFuel. Ça fait un moment qu'on se dit mais pourquoi ils font pas des voitures hybrides qui roulent aussi au superéthanol E85? Ça y est, c'est fait. On parlera des pneus des camping-cars pour bien préparer, puisque ça y est, on est dans la saison, les camping-caristes ont repris la route et puis l'été arrive. Le marché des camping-cars grossit chaque année. Alors, pareil, en matière de pneumatiques, il y a des pneus spécifiques camping-car. Est-ce que c'est des bonnes économies que de ne pas mettre ces pneus qui sont spécifiquement développés pour les camping-cars? Exactement. Et puis dans la rubrique que j'aime beaucoup sur les classic cars, 135 millions d'euros pour une Mercedes. On en parlera en détail. Voilà. Ce sera et après le client veut rester anonyme. Il s'appelle Jean-Luc M de Paris. Et voilà, on en parlera tout à l'heure. Et il a emmené sa copine Laurence P de Paris aussi faire des petits tours. Allez, c'est parti avec vous. 0826 300 300. Toutes vos questions évidemment à l'ami Jean-Luc. Vous pouvez aussi nous écrire. Je participe @sudradio.fr en mettant bien on parle auto dans le corps du mail et vos coordonnées complètes, y compris votre numéro de téléphone. Et on vous accueille, vous qui nous rejoignez sur la page Facebook de Sud Radio. C'est parti. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Bien couvert par votre assurance en cas de covoiturage. On va accueillir Adeline Forteza, qui est directrice assurance de lelinx.fr. Bonjour Adeline. Bonjour Adeline. Bonjour à vous. Comparateur d'assurance. Bon, on sait que là, pendant ce week-end prolongé, beaucoup de gens sans doute ont fait appel au covoiturage. Ça va se développer encore plus pour l'été. Mais est-ce qu'il y a des exceptions de garantie à prévoir pour faire du covoiturage? Alors, absolument pas. Une fois n'est pas coutume, mais en fait, il n'y a pas à proprement parler de garantie covoiturage. En fait, d'accord. Donc la garantie que vous avez au départ couvre le fait de faire du covoiturage. À une condition, on est d'accord, c'est de ne pas gagner d'argent en faisant du covoiturage. Absolument. La condition est absolument celle-ci. Ça doit se limiter au partage des frais, donc usure du véhicule, entretien, carburant, péage, et éventuellement la commission de l'intermédiaire de covoiturage en ligne. Mais comment on calcule le partage des frais? Alors, péage et carburant, ok, mais usure de la voiture, comment on peut calculer ça, l'ami Jean-Luc? Vous vous appuyez... Ah, pardonnez-moi. Non, mais allez-y, allez-y, répondez, Adeline Forteza, allez-y. Je vous propose de vous appuyer sur le barème forfaitaire kilométrique qui est recommandé aux conducteurs, donc de proposer en gros un prix inférieur ou égal à 0,20 € du kilomètre par passager. D'accord. Donc on fait son petit calcul. Je vais rappeler aussi normalement que si on gagne de l'argent, on doit le déclarer aux impôts. Voilà. Ça c'est fait. On n'est pas couvert par l'assurance si on gagne de l'argent, puisque il faudrait être professionnel. On considère que là. Après on est taxi quoi. C'est pas tout à fait taxi. SUV ou... Voilà. Bon. Et alors pour les passagers, SUV. Pour les passagers, ils sont garantis comment les passagers en cas d'accident ou de problème? Alors tout simplement via l'assurance automobile du conducteur et notamment par le biais de cette fameuse garantie obligatoire de responsabilité civile qui couvre en fait tous les passagers pour tous les types de dommages causés lors d'un sinistre, qu'ils soient corporels ou matériels. D'accord.
Donc là, on est bien couvert en tant que passager. Mais ça vaut pour les gens que je prends régulièrement dans ma voiture. Ce seraient mes parents, ça vaut pour mes tout le amis, monde. ça vaut pour tout le monde. En fait, c'est ça. Exactement ce que j'allais vous dire. C'est tout à fait le cas où vous croisez un vieil ami dans la rue, vous le prenez, c'est exactement la même garantie obligatoire qui s'appliquerait. En cas de sinistre, on a les mêmes garanties qu'on fasse du covoiturage ou pas de covoiturage. Ça dépend en fait du contrat qu'on a signé, s'il est au tiers ou tout risque. Exactement. Ça, c'est pour le conducteur. Donc, on vient de parler des passagers, mais pour le conducteur, la prise en charge et l'indemnisation dépendent du niveau de protection du véhicule. Donc, la formule au tiers ou l'assurance tout risque. D'accord. Il y a des choses qui sont aujourd'hui pensées pour favoriser le covoiturage. Je vais y arriver. Ah non, pas de brutalité, l'ami Jean-Luc. Pas de brutalité. Non, pas sur vous. Du coup, Adeline? Alors, il y a des incentives, même des forfaits mobilité durable qui sont versés par les employeurs pour utiliser les transports durables, donc au voiturage. Il y a également, pardonnez-moi, des dispositifs de gratuité de covoiturage au niveau régional, etc. Et en termes d'assurance, vous avez maintenant des assurances qui sont incluses dans les intermédiaires de covoiturage, mais qui sont en fait des assurances auto. Ouais, comme je vous le disais, il n'y a pas de garantie de covoiturage. D'accord. Tout à l'heure, je disais à Laurence, qu'est-ce qui se passe? Je m'arrête de faire pipi, puis... Je laisse mon passager, négligemment les clés sur la voiture. Voilà, mon passager s'en va avec mon véhicule. Alors, est-ce que c'est considéré comme du vol? C'est quoi? Je suis garanti comment dans ce cas-là? Alors, vous êtes garanti tout à fait comme dans votre assurance automobile. Donc, vous êtes garanti, mais vous devez faire exactement les mêmes démarches, c'est-à-dire faire un signalement sur le site ou l'application de covoiturage, porter plainte. Donc, la recommandation, le lynx, ce serait quand même de vérifier systématiquement le profil et l'identité des passagers avant de prendre le départ. Oui, c'est-à-dire au moment où ils arrivent, on leur demande. Alors je sais que c'est de la suspicion, mais on leur demande une pièce d'identité pour savoir si c'est bien celui qui était inscrit au départ. Ça paraît logique, mais moi j'ai quand même une autre question. C'est que souvent on entend parler d'histoires où quand on se fait voler sa voiture, s'il n'y a pas eu effraction de la voiture, l'assurance ne prend pas en compte le vol. Là, si en l'occurrence je vais faire pipi, je laisse les clés dessus, le covoitureur, avec le moteur qui tourne et le covoitureur s'en va. Il s'en va, ou même sur le moteur qui tourne, si tu laisses ta clé, tu vois. Qu'est-ce qui se passe, Adeline Forteza, vous qui êtes directrice assurance lelynx.fr, qui est le comparateur d'assurance que tout le monde connaît? Écoutez, dès que vous avez un vol, même sans effraction, même sans contact avec le véhicule, vous êtes couvert. D'accord. Notamment, vous savez que maintenant il y a des vols à distance. Oui. Les voleurs sont très évolués. Et donc peuvent ouvrir les véhicules à distance et pratiquer les vols comme ça. D'accord, donc c'était une fausse information. Avec les voitures autonomes, on vous volera bientôt votre voiture vraiment à distance, c'est-à-dire elle partira toute seule. Déjà qu'on essaie de nous voler notre autonomie en enlevant les voitures de notre vie. Donc... Alors, est-ce que je suis assuré pour faire du covoiturage si j'ai un véhicule de société? Déjà, est-ce que j'ai le droit? Bonne question. C'est une très bonne question. De Jean-Luc M. de Paris. Alors, le seul cas de figure où le covoiturage avec le véhicule de fonction est possible est lors d'un déplacement personnel. Donc, notre co, le lynx, vérifier que l'assurance prévue par l'employeur intègre l'usage à titre personnel du véhicule de fonction et le transport de personnes extérieures à l'entreprise. Mais là, Adeline, attention, parce que j'ai la question piège. Si j'ai un véhicule de fonction, donc mes frais me sont payés par mon employeur, est-ce que je peux quand même faire participer les gens que je covoiture? Absolument pas. C'est du covoiturage gratos alors. Ça s'appelle du stop. Alors, sauf si vous êtes sur un trajet personnel, mais si vous êtes sur un trajet professionnel qui est remboursé par l'entreprise, encore une fois, le covoiturage ne doit pas permettre au conducteur de faire des bénéfices, parce que si c'est le cas, vous êtes considéré comme un transporteur professionnel et vous devez souscrire à une assurance professionnelle particulière. Entre nous, Adeline Forteza, directrice assurance lelynx.fr, vous pensez que ceux qui font du covoiturage avec leur voiture de fonction, ils le déclarent? Non, ils ne le déclarent pas. Non. Bon, en cas de sinistre, malheureusement... très bien. Voilà, en cas de sinistre, malheureusement, ils vont se faire coincer, on est d'accord. Certainement. Très probablement. Bon. En cas de sinistre d'ailleurs, même si c'est pas la personne qui est au volant, mais si notre covoitureur... Est-ce qu'on peut prêter le volant, tiens? Est-ce que j'avais pas fini ma phrase? Mais c'était ça la question. Non, pas du tout. L'ami Jean-Luc, mais on va y venir à la vôtre. Mais si la personne que vous prenez à vos côtés est complètement saoule, ça peut arriver, hein?
Oui. Est-ce que s'il y a un accident, ça peut se retourner contre vous ou non, puisqu'elle n'était pas au volant? C'est vécu, ça, hein? Non, ça peut arriver. Ça peut arriver. Alors, excusez-moi, si le passager est saoul... Oui, il n'y a pas de souci. Oui, ça le regarde lui, voilà. La question de Jean-Luc Maintenant, si je lui passe le volant, parce que le parcours est long et je suis fatigué, est-ce que j'ai le droit ou pas? Alors, vous pouvez prêter le volant à un passager. Évidemment, il est du devoir de tous de ne pas prêter le volant à quelqu'un qui abuse de l'alcool ou a abusé de l'alcool. Mais effectivement, vous pouvez tout à fait prêter le volant à un de vos passagers, que ce soit en covoiturage ou non d'ailleurs. Par contre, pareil, Reco le Lynx, déclarez-le à l'assureur. Oui. Bon, parfait. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Super. Donc merci on part beaucoup. En vacances quand vous voulez, Adeline. Voilà. Avec vous, Adeline Forteza, directrice assurance de lelynx.fr, comparateur d'assurance. Évidemment, c'est peut-être le moment aussi. Il y en a qui arrivent à leur fameuse date anniversaire d'assurance, là, généralement. Ouais, mais c'est bien au moins tous les 2 ans de comparer. Voilà, les de tarifs. comparer. Et de faire des économies. Merci beaucoup. Merci. Allez, dans quelques minutes, on va essayer la Ford Kuga hybride FlexiFuel. Mais juste avant, on vous rencontre pour vos questions au 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et on parle auto surtout avec vous qui nous appelez au 0826 300 300 pour poser toutes vos questions, voire pourquoi pas également soumettre vos sujets. Et vous pouvez aussi le faire sur mail jeparticipe@sudradio.fr. On accueille Franck, l'ami Jean-Luc. Salut Franck. Bonjour Franck. Oui, bonjour, comment allez-vous? Bien, et vous-même, écoutez, vous êtes où? Super, là je suis à Nice. Ah, très bien. Très beau week-end du côté de Nice. On vous écoute, Franck, pour votre question. Alors voilà, j'ai une vieille voiture, j'ai une Skoda Octavia break, elle est très neuve, que j'ai achetée en 2005, elle a 17 ans. J'ai 302 000 km, donc bon. Et elle roule nickel. Ouais, voilà, j'allais vous dire. En plus, à l'époque, c'était la bonne affaire quand vous l'avez acheté. Pas très cher, avec un volume de chargement énorme, et puis des moteurs qui étaient des moteurs diesel, à l'époque pas trop dépollués, qui étaient fiables. Tout à fait, ouais. Et j'en suis très content. D'ailleurs, je l'ai bien rentabilisé. Mais bon, elle est amortie, on va dire ça comme ça, ouais. Ouais, vous voulez prendre les devants et vous dites avant qu'elle me lâche, je vais peut-être changer de voiture. Alors, je vais essayer de la tenir jusqu'au bout. Ouais. Et là, je regarde un petit peu partout. Je cherche des voitures justement un peu plus écologiques et un peu soit hybride ou alors une essence possible de rouler à l'éthanol. Et vous voulez quoi, un break encore ou un SUV ou quoi? Alors, moi, ce que je voudrais, c'est un petit 4x4. D'accord. Pas un gros. Mais alors vraiment, quand vous dites 4x4, vous voulez la forme d'un véhicule tout-terrain, entre guillemets, ou vous voulez vraiment 4 roues motrices? Alors je veux vraiment 4 roues motrices, parce que j'habite à Nice, mais bon... Il faut vous balader dans la montagne. D'accord. Oui, voilà, j'ai un petit terrain. D'accord. J'ai un petit terrain, et pour y accéder, c'est difficile. Quand il pleut... en ce moment il pleut pas beaucoup, donc ça va. Mais alors, quand il pleut l'hiver, tout ça, j'ai du mal à monter. D'accord. Mais c'est un véhicule qui vous servira aussi à faire de la route. C'est pas juste quelque chose pour crapahuter dans les chemins. Non, pas que pour ça. D'accord. Enfin, vous voulez le truc qui fait tout et qui est 4 roues motrices, et j'imagine qu'il est pas très cher. Voilà. Quel budget vous avez? Entre 10 et 15 000. Bon, vous avez du pot et un constructeur qui vous a écouté et qui fait... Il y a, à ma connaissance, en occasion, il n'y a qu'un seul engin qui rentrera dans tous ces critères, c'est-à-dire à la fois 4 roues motrices, à la fois pas trop cher, à la fois à l'aise sur la route et capable de faire... Alors, pas vraiment du tout-terrain, mais de passer, vous m'avez dit, là où vous avez du mal à grimper de temps en temps, c'est le Dacia Duster. Ah, mais oui, très bien. Un Duster, ça fait le job. Vous pouvez même, avec votre budget de 15 000 €, prendre un Duster 2, qui est mieux que le premier, surtout avec le moteur essence 1,3 litre TCE, qui est beaucoup plus fiable que le précédent et qui s'adapte plutôt bien à l'éthanol. Donc, vous pouvez faire ça. Ça, c'est le premier choix. J'en ai un deuxième à vous proposer. Alors,
il est extrême parce qu'on est complètement à l'autre bout et là je peux vraiment vous en parler. Dans un budget de 15 000 €, on peut acheter un Lexus RX 400H hybride qui marche très bien avec moitié-moitié d'éthanol. Alors c'est super puissant, hein, ça fait 277 chevaux, c'est 4 roues motrices. Moitié-moitié d'éthanol, il faut mettre un boîtier ou pas ? Non, même pas. Vous pouvez, alors, quand on fonctionne moitié-moitié à l'éthanol, moi je consomme aux alentours de 10 litres au 100. Vous allez me dire c'est beaucoup, mais vu le prix de l'éthanol. Vu le prix de l'éthanol, en fait, vous avez un budget kilométrique qui est raisonnable. On en trouve à 15 000 €. On en trouve aux alentours de 15 000 € qui ont moins de 150 000 km. C'est hyper confortable, hyper fiable. C'est une voiture un peu luxueuse, hein, attention. Alors le Duster, on n'est pas du tout dans le même créneau, mais ça sera un véhicule plus récent. Donc c'est les deux choix extrêmes. D'un côté, le Duster qui est le choix de la raison, de l'autre côté, le Lexus qui, je serais dire le choix de la passion. Moi, le mien, en tout cas, je le ferais durer peut-être 15 ans. Après, encore, c'est une histoire rien. de juste d'âge, en fait. C'est-à-dire que le Duster sera plus jeune que le... Le Duster sera beaucoup plus jeune, ça c'est clair. C'était en fait mon premier choix, le Duster. Ouais, non, mais le Duster, c'est très bien. Alors, par contre, 1,3 litre TCE, hein, faites bien attention. Ne prenez pas, même si vous jugez que c'est une bonne affaire, le 1,2 litre TCE, donc le moteur essence de la génération d'avant, qui a eu pas mal de soucis. Donc ça, je vous déconseille, surtout si vous voulez le passer à l'éthanol. D'ailleurs, les fabricants de boîtiers, je crois, ont arrêté de faire des boîtiers pour ce moteur-là, tellement il y a de problèmes dessus. D'accord. Donc 1,3 litre TCE, 1,3 litre TCE, 130 chevaux, en plus ça marche bien. Vous allez voir, c'est un véhicule qui est, moi je le trouve joli, il fait tout bien. C'est pour moi le véhicule polyvalent par excellence. Et d'occasion, oui. Oui, vous en trouvez. Alors en 4 roues motrices, vous aurez plus de mal à en trouver. Et en 4 roues motrices, le truc c'est qu'il n'y a que de la boîte mécanique par contre. Oui, ça, j'ai jamais conduit des voitures... boîte automatique. En automatique. D'accord. Ouais. Je connais pas. Il paraît que c'est bien, mais... Non, mais c'est très bien quand on y a goûté, après on revient plus en arrière. Alors le Lexus, en revanche, c'est une boîte automatique. Mais c'est les deux choix, regardez quand même l'un et l'autre. Vous allez voir, les annonces de Duster, vous allez en trouver des pages et des pages. Hein. Le Lexus, il n'y en aura que quelques-uns, mais ça vaut peut-être le coup de réfléchir à ça. Bon ben voilà, d'accord. Ça vaut le coup de se poser, comme on dit. Exactement. On vous embrasse, Franck. Bonne journée, Merci Franck. beaucoup. Et bon week-end journée. du côté de Nice. Merci on vous beaucoup. embrasse très très fort. Au Puis on revoir. en profite pour embrasser tous les Niçois et puis tous ceux qui sont autour de Nice aussi, etc. Vous avez tendance à embrasser un peu tout le monde, Laurence, Ouais, parce que j'aime les gens, moi. Vraiment, vraiment. Et puis, si vous ne savez pas quoi boire du côté de Nice avec modération, n'hésitez pas à l'appellation du Bellay. Hein. C'est quand même le vin de Nice. Absolument sympa et à découvrir. Voilà, avec modération, bien sûr, et une vino, c'est après notre émission. D'accord. Mais on va parler à d'alcool, 13h30. ça tombe bien, la transition est faite, puisqu'on va avoir le Kuga FlexiFuel. C'est excellent et ce sera l'essai de la semaine. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et tout de suite, on va en parler de ce fameux Ford Kuga hybride FlexiFuel qui a été essayé par les mains expertes de l'ami Jean-Luc. Ouais, c'est le véhicule que j'attends depuis des années, hein, Marie, un système hybride performant, hein, c'est du vrai hybride, voilà, et il peut carburer également superéthanol E85. Bon, je ne vais pas dire c'est le moins cher de tous les carburants à la pompe, il est à 75 centimes d'euros en ce moment. Alors le Kuga, bon, on le connaît, SUV familial, 4,63 m de long. D'ailleurs, tiens, il y a un restylage qui est prévu normalement pour 2022. Ici, dans l'essai en version haute vignalée, oui, avec des éléments de carrosserie spécifiques. À noter également que le véhicule peut être proposé en option, et ça c'est plutôt pas mal, avec des pneumatiques 4 saisons. Ça a été le cas sur ma voiture d'essai. Mais ce qu'il y a sous le capot est plus inédit et nous intéresse un peu plus. Alors on a un moteur 4 cylindres, essence 2,5 litres à cycle Atkinson. Ça permet d'améliorer le rendement. Hein, on va en rester là. Bien. Accouplé à un moteur électrique pour une puissance totale de 190 chevaux, donc ça fait quand même du monde. On a une boîte à variation continue dans l'esprit de Toyota. D'ailleurs, toute la chaîne hybride est vraiment dans l'esprit de Toyota. Ça sert à rien d'essayer de réinventer l'eau chaude. Hein. Ouais. Autant prendre ce qui existe, ce qui marche. Ce qui est bien. Voilà, on a une petite batterie 1,1 kWh, mais malgré ça, on arrive à rouler 60% du temps en électrique. Et vous allez voir que ça a quand même une importance au niveau de la consommation. Surtout, Ford a dès le départ adapté le véhicule à l'éthanol. Ça veut dire quoi? Pompe à essence spécifique, des injecteurs spécifiques, une cartographie différente. C'est une vraie sécurité puisque vous avez la garantie constructeur. Là, vous pouvez rouler tout le temps à l'éthanol. Il n'y aura pas de problème. C'est un véhicule assez imposant. On l'a dit, hein, 4,63 m de long.
Donc, il offre un espace à bord qui est généreux. On regrette simplement que l'assise des sièges, principalement sur les sièges avant, soit un peu courte. Mais sur notre version, c'est compensé par une sellerie en cuir qui était très luxe, avec des réglages électriques. Bon, l'équipement archi complet sur cette version, mais l'ambiance, malgré une touche de faux bois, est un peu triste. On se console avec la qualité de fabrication qui est satisfaisante, et puis l'ergonomie qui est enfin bonne chez Ford. Ça fait un petit moment. Pendant des années, on a tellement râlé à cause de l'ergonomie qu'ils ont fait du ménage là-dedans et maintenant c'est bien. Bon, il y a un petit commutateur rotatif pour sélectionner les vitesses. Au centre, il y a une touche L qui permet d'accroître la récupération d'énergie en décélération. C'est le frein moteur. Et dès les premiers tours de roue, tout de suite, on décèle. Ce qui, moi, me gêne le plus, c'est que la suspension est un peu ferme. Je trouve ça dommage, moi, pour un SUV. Moi, un SUV, pour moi, ça doit être Pullman. C'est un peu ferme. Je trouve qu'aussi, la direction est un peu dire. Bon, c'est relatif, elle est assistée, évidemment, mais alors, on a un bon toucher de route, c'est ce que disent les journalistes, mais je vais vous le dire honnêtement, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est d'avoir une direction légère. On parle vrai sur Sud Radio. On s'en fout. En revanche, le groupe motopropulseur fait preuve d'une grande douceur. Si on le sollicite pas trop, il sait se montrer véloce. On accélère de 0 à 100 en 9 secondes 1, donc c'est bien. Mais ça devient un peu plus bruyant si on écrase la pédale d'accélérateur, et surtout malgré des vitesses fictives. Vous avez des rapports, on a l'impression que ça passe des rapports alors que c'est de la variation continue. On a quand même cet effet d'emballement qui est moins marqué que sur certaines Toyota lorsqu'on écrase la pédale d'accélérateur. Donc vous comprendrez qu'il vaut mieux rouler gentiment. C'est non seulement très agréable, mais c'est étonnamment économique. Tout d'abord, je vous le disais tout à l'heure, on est fréquemment en mode électrique, 60% du temps. Il y a aussi un système, alors ça je trouve ça génial, qui aide à récupérer l'énergie. C'est-à-dire que quand vous allez décélérer pour vous arrêter, au moment où vous serez arrêté, l'ordinateur va vous indiquer vous avez récupéré 100% de l'énergie cinétique. Donc, vous n'avez pas utilisé les freins à friction, vous avez utilisé que le moteur électrique pour ralentir, et c'est tout bénef puisque vous n'utilisez pas les freins, mais en plus vous récupérez puisque le moteur électrique, quand il vous ralentit, il fait générateur et il recharge la batterie. Et on ne fait pas de pollution. Exactement. Alors, pas de pollution, vous faites des économies de carburant, et d'ailleurs sur ce point, j'ai franchement été étonné parce que sur route, à l'éthanol, je le précise, j'ai consommé 6,5 litres. À l'éthanol ? C'est plutôt bien. Après, je me suis dit, je vais prendre... j'avais pas d'autoroute à proximité, j'ai pris la voie rapide à 110, je me suis dit, là, la consommation va augmenter. Normal. Elle a baissé. 6,1 litres de moyenne en roulant sur voie rapide. C'est-à-dire, grosso modo, j'étais tout le temps à 110. Que à l'éthanol, on est d'accord. Que à l'éthanol. Donc j'étais je devais être à 105 de moyenne, peut-être entre 100 et 105 de moyenne réelle, et j'ai consommé 6,1 litres. C'est-à-dire moins de 6 € les 100 km. Ouais. Bien. Et ça, c'est sans doute grâce... Alors, le moteur, je disais tout à l'heure, cycle Atkinson, ça améliore le rendement, mais surtout, c'est un moteur qui, sous faible charge, va réellement avoir un rendement énorme. Donc là, on est typiquement dans le meilleur rendement qu'on peut avoir de ce moteur-là. Si on roulait à 130, sans doute que la consommation grimperait beaucoup plus. On devrait être aux alentours de 7,5 litres, mais c'est déjà extrêmement bien vu le prix du carburant. Je vous rappelle, ça coûterait là 4,50 € au 100 km. C'est vraiment sans concurrence. Alors le seul truc qui coince, hormis le fait que je trouve ça un peu raide, mais c'est peut-être moi, c'est que ça démarre. Ford avait fait des gros efforts sur la Fiesta, par exemple, qui est proposée au même prix que le modèle essence. Là, ça démarre à 38 950 €. La version Vignale, alors c'est le haut de gamme, on n'en a pas besoin, 45 950 €. Et si on rajoute les options que j'avais moi, on était à 51 000 €. Ça pique un peu les yeux. Mais, c'est sans doute le meilleur véhicule de sa catégorie aujourd'hui en termes de coût kilométrique. Je précise bien. Mais en tout cas, mis à part le fait que c'est un peu ferme, vous la trouvez plutôt très bien. C'est très bien. Et surtout, je vous dis, le budget carburant, on passe à la pompe encore avec le sourire. Il y en a très peu aujourd'hui qui font ça. C'est clair. On est d'accord. Merci beaucoup, l'ami Jean-Luc. Je vous en prie. C'était notre Ford Kuga hybride FlexiFuel, dont vous retrouvez d'ailleurs tout l'essai en vidéo sur la page YouTube de Sud Radio, où vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, et c'est toujours extrêmement plaisant.
Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et dans quelques minutes, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour poser l'une de vos questions à l'ami Jean-Luc. Mais tout de suite, on va parler du réseau Ionity qui va bientôt passer à la facturation au kilowattheure plutôt qu'au temps passé. Et pour ce faire, nous accueillons Brieuc de Tonquédec qui est Country Manager France chez Ionity. Bonjour Brieuc. Ionity. Voilà. Oh bah, j'ai oublié le T, Bonjour. C'est moi qui me suis trompé. Brieuc, évidemment, je ne peux pas vous laisser passer. On parle voiture dans quelques instants. Rien à voir avec Guillaume? Si, tout à fait. Voilà. Voilà. Joli nom. Super. Alors, on parle voiture maintenant. Et surtout, borne. Actualité, exactement. Oui. Borne, mais pas la première ministre. Non, exactement. Donc là, vous avez ouvert. Alors, c'est la 100e borne de recharge, enfin, la 100e station qui a été ouverte la semaine dernière par Ionity en France. Exactement, la 100e station en seulement 3 ans et demi. On est déjà à 102, donc c'est un déploiement qui ça va vite. Continue. Ah ouais. En effet, qui continue et ça représente déjà plus de 500 bornes installées. Les stations dont on parle, c'est des stations ultra rapides qui sont les plus puissantes du marché et qui permettent de recharger les véhicules électriques de toute marque. Donc il faut compter à peu près 20 minutes pour recharger 300 km. Alors qu'est-ce que vous appelez ultra rapide? Alors dans le temps, on nous a vendu de l'accéléré avec Renault à 22 kW. On nous a dit après, c'est de la charge rapide à 50 kW. Ultra rapide, c'est quoi? Alors ultra rapide, pour les termes techniques, c'est des bornes qui vont libérer jusqu'à 350 kW en courant continu. Et ça permet, en fonction de votre véhicule et en fonction des conditions extérieures, si tout est bien réuni, de recharger, comme ce que je vous disais, à peu près 300 km d'autonomie en 20 minutes. Ça va dépendre un petit peu de l'autonomie du véhicule. Oui, ça va dépendre surtout du véhicule. Il y a combien de bornes Ionity en Europe? Parce que c'est un réseau européen. C'est un réseau européen, exactement. On est déjà à 1700 bornes. Avec plus de 413 stations en Europe, et notre ambition est de doubler la taille de ce réseau, voire plus. D'ici 2025, on veut avoir installé 1000 stations de recharge Ionity, ce qui représentera plus de 7000 bornes de recharge. Ah, les fameuses 1000 bornes, je jouais à ça quand j'étais petit. Moi aussi. Alors, jusqu'à présent, la spécificité d'Ionity en France, et c'était vache pour ceux qui avaient des petites voitures, c'est qu'on payait au temps passé et non pas à la quantité d'énergie chargée. Je vous la fais simple, celui qui arrivait avec une Porsche Taycan qui chargeait super vite, payait en fait son plein beaucoup moins cher que celui qui arrivait avec une Zoé. Donc c'était particulièrement injuste et ça va changer. Oui, on est très heureux d'avoir annoncé ce changement la semaine dernière qui aura lieu à partir du 5 juillet, donc juste avant les forts pics de trafic de cet été. Ce changement, nous on l'attendait en fait partout en Europe, on facture déjà au kilowattheure. C'est une facturation qui nous semble plus juste parce qu'elle fait que vous allez payer exactement ce que vous consommez, ce que vous avez comme énergie qui arrive dans le véhicule, et non le temps passé à la borne. Oui, et ce prix va non seulement dépendre du véhicule, mais aussi des conditions extérieures. C'est-à-dire s'il fait très froid, vous allez recharger plus lentement pour pas abîmer votre batterie, et du coup vous allez payer plus cher. Et en fait, en France, on n'était pas capable de faire cette facturation au kilowattheure parce qu'il y avait une sorte de vide juridique qui vient d'être comblé avec la publication d'un décret début mars 2022. Et nous, on est très heureux, en seulement 4 mois, d'avoir installé les compteurs certifiés dont ce décret décrivait les aspects techniques pour pouvoir repasser à une facturation au kilowattheure, donc une facturation plus juste. Bon, ça va coûter combien alors, le kilowattheure? En fait, c'est ça qui nous intéresse. Alors, le prix, si vous n'avez aucun abonnement, donc le prix qu'on va offrir à la borne, pour les bornes 350 kW, donc les bornes les plus rapides, qui est la majorité de notre réseau, ce sera 69 centimes le kilowattheure. Pour les bornes 50 kW un peu moins rapides, ce sera 39 centimes le kilowattheure. Mais dites-moi là, alors attendez, 69 centimes le kilowattheure, si je prends une voiture moyenne qui va consommer 25 kWh sur l'autoroute, en gros ça me fera 100 km à plus de 17 €, c'est hors de prix, c'est plus cher qu'un véhicule à essence ou un véhicule diesel. Alors, c'est le prix que vous allez payer, en effet, uniquement sur autoroute, sachant que ça ne va pas être les premiers kilomètres. En général, vous allez partir de chez vous avec une voiture pleine, vous aurez payé le plein à 12-15 centimes du kilowattheure chez vous. Et là, c'est le prix que vous allez payer pour, non pas les 300 km, mais les 300 premiers kilomètres, mais les 300 km suivants. D'autant plus que ce prix, dans la réalité, en fait, il est payé que par 15% des utilisateurs. Aujourd'hui, quand vous avez une voiture électrique, vous avez quasiment systématiquement, un abonnement
de recharge qui est soit donné par le concessionnaire automobile chez qui vous êtes allé, soit par les énergéticiens ou les pétroliers également, et qui permet d'avoir des prix bien plus compétitifs. On parle de prix qui sont souvent divisés par 2 sur le réseau Unity. On peut avoir 2-3 exemples là, de si je roule avec une Volkswagen, ça me coûte combien? Avec une Kia, ça me coûte combien? On aime bien donner l'exemple de la Hyundai Kona parce que sa courbe de recharge correspond à la courbe de recharge moyenne qu'on observe sur le réseau en France. D'accord. Si vous prenez un plein de 10 à 80%, ce qu'on préconise pour la recharge haute puissance, parce que c'est le plus rapide, c'est là où vous gagnez le plus de temps, vous allez payer à peu près 26 € pour ce plein avec nos nouveaux tarifs, si vous n'avez aucun abonnement. Avec un abonnement comme celui qui est proposé par Volkswagen WeCharge, vous allez payer seulement 12,95 €. Et ça correspond à 300 km en ville ou 200 km, un peu plus de 200 km sur autoroute. Ouais, donc c'est moins cher qu'un véhicule thermique, on est d'accord. Même sur de la recharge très haute puissance. Parce qu'il y en a souvent les détracteurs du véhicule électrique disent ouais, mais si vous rechargez sur l'autoroute, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Non, ça va coûter beaucoup plus cher aux 15% de nos utilisateurs qui n'ont pas d'abonnement. On peut penser que ces utilisateurs, en fait, c'est ceux qui voyagent très rarement sur autoroute, donc qui n'ont pas le besoin d'avoir un abonnement. Et ces cartes de mobilité, elles vont non seulement vous permettre d'avoir un tarif bien plus intéressant, mais vous entrez aussi dans un écosystème. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, grâce aux applications qui sont connectées, calculer votre trajet le plus optimisé, savoir combien de temps exactement vous devez vous arrêter, à quelle borne, pour optimiser votre trajet. Mais dites-moi là, le fait que tout le monde maintenant puisse charger plus longtemps, parce qu'avant on regardait sa montre et puis on avait l'intention de partir le plus vite possible. Là, lors des départs en vacances, ça va pas créer des bouchons monstrueux aux stations de recharge sur autoroute? Après, les stations, elles ont travaillé dans le bon sens, donc normalement elles doivent charger plus rapidement, non? Aussi. Oui, tout à fait. On va aller. En fait, les véhicules chargent de plus en plus rapidement, donc ça va aider les utilisateurs évidemment. Nous, on installe de plus en plus de bornes et de plus en plus de stations. Et en fait, on voit, notamment par notre expérience dans les autres pays, tels qu'en Norvège ou en Suède, où ils ont quelques années d'avance sur nous, que là-bas, les utilisateurs, voilà, on fait vraiment partie d'une communauté et les gens libèrent la prise au suivant quand les suivants arrivent. Et en fait, sur autoroute, vous avez en général pas. Donc il faut du civisme, quoi. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ce serait bien que ça revienne aussi, ça, c'est cool. Ouais. On peut tous se brancher au civisme. Habituellement, les gens ne restent pas beaucoup plus de 30 minutes sur une heure de service. Ouais. Oh, puis je pense que, je sais pas, mais j'ai l'impression que le public qui ont les voitures électriques sont plutôt. Oui, ils sont plutôt assez civiques. On va dire ça comme ça pour l'instant. J'allais dire autre chose, mais effectivement. Merci beaucoup, Brieux. On dit Briac ou Brieux? On dit Brieux, on prononce c'est joli, Brieux. Brieux de Tonquédec, Country Manager France chez Unity. Merci d'avoir été avec nous pour nous expliquer tout ça. Merci. Merci à vous. Passez un très bon week-end. Merci beaucoup. Allez, juste après la pause, votre question au 0826 300 300. Et si vous avez un camping-car ou si vous voulez en avoir un cet été, cette année, restez avec nous. On va parler des pneus des camping-cars. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto. Et vous le savez, vous avez la parole, 0826 300 300. Vous pouvez nous écrire pour vous inscrire par mail jeparticipe@sudradio.fr en mettant bien sûr on parle auto dans l'objet de votre mail et vos coordonnées complètes. Toutes vos questions ou votre échange, vous avez envie de parler d'un sujet particulier également avec l'ami Jean-Luc, vous êtes les bienvenus. Salut Jean-François. Jean-François est avec nous. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour. Bonjour. Vous étiez caché où? Pardon? Vous êtes où? Vous êtes caché dans quelle région? Je suis à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Oh, j'adore. Ah ouais, l'accent. Ouais. Bon, on vous écoute, ça nous fait vous savez que ça nous fait des vacances de vous écouter, en fait. Ouais. Nous sommes coincés à Paris. En fait. Mais ça va, c'est bien, on est bien. Et puis, d'abord, il n'y a pas que Paris qui est bien, il y a aussi Montauban, mais on est quand même bien, ça va. Oui, ça va, pas trop mal. À Sud Radio, on est bien. Et puis c'est surtout qu'effectivement, grâce à vous, on voyage. Ouais. Oui. Ça fait week-end, ça tombe bien, on est samedi. Jean-François, on vous écoute sur votre question. Écoutez, j'avais une petite question parce que j'ai voulu acheter un véhicule électrique et j'en avais déjà fait l'acquisition d'un il y a quelques mois, au mois d'octobre. Et donc mon revendeur m'a dit que le Parlement avait voté en catimini l'augmentation du délai minimum entre l'achat de 2 véhicules électriques. Et je voulais savoir si c'était vrai. Alors, ou pas. Vous avez le droit d'acheter un deuxième véhicule électrique, hein, mais vous pouvez pas revendre. Vous pouvez pas revendre. Le premier, c'est un décret qui est passé. Alors oui, c'est récent. Hein, c'est le 27 avril. En fait, un décret qui est passé. Avant, il fallait conserver le véhicule 6 mois et 6000 km ou 6 mois et 6000 km pour le revendre. Aujourd'hui, ce délai, il est passé à 1 an. Alors c'est toujours 6000 km. Bon, c'est plus facile, vous me direz, de faire 6000 km en 1 an. Mais pourquoi? Parce qu'avant, il y en avait qui avaient un business. Ils achetaient un véhicule électrique en profitant
des gros bonus qui restent 6 000 euros jusque normalement au mois de juillet pour un véhicule qui coûte moins de 45 000 euros. Ils achetaient ce véhicule électrique et ils les revendaient dans des pays où il y a une forte demande. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de la Norvège. Ouais. La Norvège a été un gros aspirateur à véhicules électriques français et ceux qui les revendaient en Norvège faisaient un bénéfice conséquent, puisqu'ils vendaient la voiture plus cher que ce qu'ils avaient payé. Et tout ça aux frais du contribuable, puisque c'est le bonus qui finançait le différentiel. Donc pour éviter ces combines un petit peu malsaines, l'État a décidé de passer ce délai à 1 an. Alors, je sais pas... Enfin, moi, je change pas de véhicule tous les ans, en tout cas. Non plus. Donc, non, vous, c'est pas tous les ans, c'est un véhicule par mois. Voilà. Vous en avez 12. En quoi ça vous gêne, Jean-François, que ce soit passé à 1 an? Alors, ça me gêne pas, c'est que lorsque j'ai été voir mon concessionnaire Kia, pour ne pas citer la marque, j'ai acheté une Spring au mois d'octobre. D'accord. Et donc, il m'a dit, écoutez, pour bénéficier du bonus, il faudra attendre le mois d'octobre prochain. Donc, je pense qu'il a confondu la revente de véhicules et l'achat de véhicules électriques. Oui, parce qu'il n'y a rien qui vous empêche de bénéficier d'un bonus pour un deuxième. Imaginez les entreprises qui achètent des véhicules électriques, elles ont droit aussi à des bonus. Oui. S'il fallait qu'elles les achètent un chaque année, le parc de véhicules électriques, il n'augmenterait pas vite. Mais c'est ce que j'avais un petit peu identifié. Voilà, c'est la revente qui est interdite. Bien sûr. Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Encore bravo pour votre émission. C'est gentil. Merci Jean-François. Et vous en pensez quoi de votre Spring, pendant que je vous tiens? Écoutez, moi je fais que de la ville avec, c'est super. C'est vraiment le véhicule qu'il fallait pour faire des petits kilométrages. En plus, j'ai des bornes. Dans le Tarn-et-Garonne, on a des bornes avec un forfait. Ça va un peu changer, mais on a des bornes avec un forfait limité pour le moment. Et donc, c'est super parce que je charge 1 fois par semaine et ça marche super bien. Vous faites toute la semaine avec une charge? Wow. Oui, toute la semaine avec une charge pour faire la petite ville, c'est superbe. Oui, en fait, vous n'êtes pas non plus... vous ne faites pas beaucoup de kilomètres, en fait. Oui, mais avant, j'avais une petite Clio diesel. Vous imaginez un petit peu... vous faisiez que des petits trajets avec la Clio diesel. C'était une hérésie. Donc là, je l'ai changé et je suis vraiment super content de ma Spring. C'est top. Ça, c'est bien. Bravo et continuez, du coup. Merci, Jean-François. Et merci, au plaisir. Bonne journée du côté de Montauban. Allez, Sud Radio, ça continue avec, évidemment, on parle auto et on va parler pneus. Maintenant, on va rejoindre Dominique Stempfel. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Et on va évidemment parler de pneus, mais on va parler surtout de pneus de camping-car avec notre ami Dominique Stempfel. Salut, monsieur Dominique. Bonjour, Dominique. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Président du syndicat des professionnels du pneu. Et l'ami Jean-Luc, vous avez eu envie de parler de pneus de camping-car et de ne pas faire n'importe quoi, puisqu'on est dans la saison, ça y est, où ça part à fond. Ça part à fond le camping-car. Et puis surtout, les gens ont besoin de liberté. Après la crise sanitaire, on s'est dit, tiens, allez, on a besoin d'évasion. Ça explose, quoi. Exactement. Le marché du camping-car explose. Le marché du camping-car, il grossit de façon notoire, Dominique. Oui. Alors, il se vend environ 30 000 camping-cars par an actuellement. Mais en comparaison des années précédentes, c'est une augmentation de 25%. Donc, ce qui signifie effectivement que les utilisateurs ont trouvé là un moyen de vivre l'automobile ou les déplacements avec plus de liberté. Mais je croyais qu'on avait moins de moyens en France, parce que ça coûte des sous, un camping-car. Des ronds. Alors, ça coûte de l'argent, effectivement, puisque un camping-car basique, c'est environ 40 000 euros. Après, on peut monter à des prix délirants, parce qu'il y a des véhicules qui sont très très bien équipés. Mais on trouve également des camping-cars d'occasion. Il s'est échangé 70 000 camping-cars l'année dernière. C'est quoi la différence entre un camping-car et puis une camionnette? Je vais me faire insulter sur les réseaux sociaux. Alors, on a souvent l'impression qu'un camping-car, c'est une camionnette aménagée, mais c'est plus complexe que ça. C'était dans les années 60. Oui, c'était avec le Volkswagen, par exemple. Mais il y en a encore quelques-uns, Volkswagen. C'est bien parti. Oui, tout à fait. Mais bon, les camping-cars qu'on voit en général sur les véhicules ont un peu des formes de caravane, ils sont nettement plus spacieux. Et par rapport à une camionnette dans laquelle on charge au sol,
Là, en l'occurrence, on a un centre de gravité qui est beaucoup plus élevé, puisque en fait, le mobilier est fixé bien souvent en hauteur. On a également du transport de liquide, les eaux usées et les eaux propres, qui apportent du ballon supplémentaire. Et puis, alors, quand on observe un camping-car, à l'arrière, il y a un porte-à-faux qui est absolument terrible. Le porte-à-faux, c'est l'écart qu'il y a entre le milieu de l'essieu arrière et puis l'arrière du véhicule. C'est très très important et ça crée des contraintes qui sont assez folles. Et puis on l'a pas dit, mais il y a le poids également. On sait que les camping-cars, en fait, ils sont déjà à 3,5 tonnes et même la plupart du temps au-dessus, ce qui est illégal. Mais dès qu'ils sont chargés, c'est des véhicules très lourds. Absolument, effectivement, bien souvent, les gens qui voyagent emportent leur nourriture pour quelques jours. Ils embarquent effectivement l'eau et tout ça crée des poids supplémentaires, donc qui ont des effets sur le pneumatique. Ah oui, alors il faut des pneumatiques, j'imagine, conçus spécifiquement pour ces véhicules-là. Alors il faut effectivement des pneumatiques qui sont plus costauds, avec des carcasses, c'est-à-dire les squelettes du pneumatique qui sont renforcés pour permettre à la fois de répondre à la charge supplémentaire et puis également de répondre aux contraintes énormes qui sont imposées par ce type de véhicule. Donc en fait on les identifie avec un marquage particulier qui est CP, qui figure après la dimension, alors que sur un pneu camionnette, il y a uniquement un C pour indiquer que c'est un pneu à usage camionnette. Et du coup, on les use plus souvent, enfin plus vite, j'imagine, par rapport à des pneus de voiture, Jean-Luc. Alors, il faut effectivement les surveiller de plus près, puisque les contraintes sont plus importantes. Et puis également, il faut surveiller les pressions, puisque on gonfle beaucoup plus que sur un pneumatique camionnette, puisqu'on est entre 4,5 et 5 bars et demi, alors que pour un pneu camionnette, c'est 3,5 à 4,5. Donc là aussi, il faut être très très attentif aux pressions pour sauvegarder le pneumatique et puis également sauvegarder la sécurité. Et pour faire des économies, ceux qui sont tentés de mettre des pneus de camionnette classique, ils s'exposent à quoi ? Il s'expose à des accidents, c'est ça. Il n'y a pas de législation concernant le pneumatique camping-car, mais compte tenu de ce que j'ai expliqué, d'avoir sur un pneumatique camionnette traditionnel des poids et des contraintes supplémentaires, c'est dangereux. Ouais. Quand on stationne avec un camping-car, si on stationne longtemps, moi, je sais que mes voitures de collection, quand elles restent l'hiver sans rouler pendant longtemps, elles sont plus légères. Je surgonfle les pneumatiques pour éviter de les déformer. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire quand on s'arrête longtemps ? Alors, il faut effectivement les surgonfler les pneus. Si on stationne le véhicule très longtemps, par exemple pour l'hivernage, il vaut mieux mettre le véhicule sur cale ou éventuellement acheter des cales spécifiques qui évitent aux pneumatiques de s'ovaliser. Voilà. Ouais, c'est des petites cales qui reprennent la forme du pneu, donc qui répartissent en fait le poids sur une partie du diamètre du pneumatique. Tout à fait. Et ce qui évite d'avoir un plat sur le pneu quand on redémarre. Mais alors, si on veut utiliser son camping-car l'hiver, bon, il y en a moins. Et on peut trouver des pneus hiver pour les camping-cars. Et d'ailleurs, pardon, excusez-moi, j'en profite. Est-ce que si on passe dans un département qui a les pneus neige obligatoires, voilà, exactement. Est-ce qu'on est obligé aussi sur les camping-cars, on fait une équipe tous les deux, d'avoir ces pneus neige obligatoires? Alors, on a effectivement les mêmes contraintes que sur un véhicule de tourisme, c'est-à-dire qu'il y a des régions qui nécessitent des équipements hiver obligatoires. Alors, je rappelle que c'est soit des pneumatiques spécifiques, soit un jeu de chaînes ou de chaussettes embarquées. Mais ça, c'est quand même la nouveauté de l'année, c'est que deux manufacturiers, en fait, il y a 3 manufacturiers qui fabriquent des pneus de camping-car, Michelin, Continental et Pirelli. Et 2 de ces manufacturiers, Michelin et Continental, viennent de mettre sur le marché des versions 4 saisons, marqué 3 PMSF, donc utilisable en hiver sur les zones qui imposent des équipements hiver sur la période concernée, c'est-à-dire du 1er novembre au 31 mars. Bon, bah là, ça, c'est la bonne nouvelle. On va pouvoir partir au ski l'hiver prochain en camping-car. C'est vraiment une bonne nouvelle pour les camping-caristes qui utilisent leur véhicule toute l'année et qui avaient effectivement cette contrainte à laquelle il était difficile de répondre aujourd'hui. Bon, on a fait le tour pour merci Dominique, je crois qu'on a fait le tour pour les camping-cars. Et d'ailleurs, il y en a peut-être qui sont en train de rouler en écoutant Sud Radio partout en France. Voilà, profitez bien de votre camping-car et faites attention à vous sur la route. Merci beaucoup Dominique Stemfel. Bonne route, avec plaisir. Bon week-end à vous, président du syndicat des professionnels du pneu qui était avec nous pour parler des camping-cars.
Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto. Et avec Valentin Dillon-Schneider, qui est fondateur de Red Electric. Bonjour Valentin. Bonjour. Bonjour On parle Valentin. de ce fameux essor, Jean-Luc, des 2 roues électriques en France. Ah oui, le marché a connu une hausse. Alors pas aussi spectaculaire que celui des voitures électriques. C'est vrai. Mais une augmentation quand même qui est significative, Valentin. Oui, et c'est que le début. Effectivement, on a tout un parc qui est en train de basculer des modèles thermiques essence vers des scooters électriques. Ceci étant dit, il y a les vélos électriques qui ont explosé déjà, ouais. dont on ne parle pas aujourd'hui. Mais Et c'est lié à quoi, ça, cette expansion du marché ? Les évolutions des réglementations. Aujourd'hui, à Paris, vous avez les stationnements qui vont devenir payants sur les scooters thermiques. Dans d'autres villes, c'est carrément interdit. Et puis, je pense qu'il y a une évolution des consciences, tout simplement. Et puis, c'est facile, un 2 roues électriques. C'est beaucoup plus facile qu'une voiture. C'est beaucoup plus facile à brancher. C'est plus simple, en fait. C'est ça. Aujourd'hui, il y a plusieurs marques, dont la nôtre, qui proposent des batteries amovibles. Donc, c'est simple. Comme vous rechargez votre téléphone le soir, vous pourrez recharger votre batterie. Alors Red, parce que le nom, on se dit, tiens, Red, ça fait British un petit peu. R.E.D., la couleur rouge. Voilà, où ça fait réseau de téléphonie mobile. Mais c'est une entreprise française. Une entreprise française. On s'est lancé en 2018. On a fait plusieurs années de R&D et on a commencé par le milieu des professionnels de la livraison. Et là, on lance le marché des particuliers depuis mars 2022. R&D, c'est recherche et développement. Voilà. Oui, absolument. Ouais. Alors, le marché des professionnels, c'est quoi? C'est les Deliveroo, c'est tous ces gens-là? C'est qui? Il y a 3 tranches. La première, c'est les Domino's, les Pizzas, les côtés sushis, ce que nous on appelle la restauration livrée traditionnelle. Le deuxième, c'est ce que vous avez cité, c'est les livreurs des Uber, des Deliveroo. Et puis le troisième, qui a pas mal explosé là, ces 12-18 derniers mois, c'est les livraisons de vos courses en 10 minutes. Donc pour ça, il n'y a pas 36 solutions, c'est le vélo électrique ou le scooter électrique. D'accord. Alors eux, ils sont en scooter électrique. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais dans le temps, c'est vrai que ça pétaradait pas mal. Et maintenant, c'est bien. Donc, vous lancez sur le marché. Oui et non. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins bruyant qu'avant, mais il y en a beaucoup plus. Oui, il y en a beaucoup plus. Et ils font n'importe quoi. Oui. Voilà. On va dire. Est-ce qu'il y a des freins sur ce genre de scooter? Parce qu'on a l'impression qu'ils en ont pas, vu qu'ils s'arrêtent pas au feu rouge. Il y a des freins sur ce genre de scooter et ça va vous étonner, mais en fait, il y a beaucoup moins d'accidents après les assurances, parce qu'en fait, les conducteurs savent qu'ils font pas de bruit et donc ont peur, entre guillemets, de ne pas être entendus et font beaucoup plus attention. D'accord. Alors moi, c'est bon, je fais pas de la livraison encore chez les gens, mais si je veux me payer un scooter électrique, vous me proposez quoi aujourd'hui dans la gamme? Et à quel prix? Alors nous, on en a, comme je vous disais, pour les professionnels, donc on va le proposer à partir de 2 750 € hors taxe. Et ensuite, on a toute une gamme pour les particuliers qui là va de 4 000 € jusqu'à 9 000 € selon le niveau de performance et le niveau d'autonomie du scooter. La puissance de ce genre de scooter, toi qui roules aussi en moto... Oui, puis ça se conduit avec quoi? C'est comme un 120, c'est assimilé à un 125? Comment ça marche au niveau réglementation? En termes de gamme, on va jusqu'à équivalent 50, jusqu'à équivalent 125, effectivement. D'accord. Donc on a une gamme complète. D'accord. Si je veux le plus gros, là, c'est quoi les performances et l'autonomie? Si vous Celui voulez à 9 000 €. Ouais, vous avez 250 km d'autonomie. Ah, quand même. Ouais, vous montez jusqu'à 105 km/h, donc c'est l'équivalent d'un 125 cm3. Ouais. Et ça va se rapprocher en termes de performance des plus performants du marché, à savoir les BMW ou ce type de scooter. 250 km d'autonomie, c'est pas mal. Et vous envisagez après des scooters encore plus puissants? Parce que moi, il m'arrive d'aller à l'aéroport, donc de prendre un bout d'autoroute, et 100 km/h, c'est un petit peu juste pour moi. Est-ce qu'il y aura des modèles encore supérieurs à ça? Est-ce que vous travaillez sur ça? On a tout un programme de recherche et développement, effectivement, pour aller chercher des scooters, entre guillemets, plus petits, c'est-à-dire des hybrides qui vont être entre le vélo et le scooter, et des modèles beaucoup plus puissants, effectivement, pour vous permettre d'aller à l'aéroport rapidement et comme sur les mototaxis qu'on peut avoir. C'est assez demandé aussi en campagne, oui, à la campagne? Ou c'est quand même très urbain Ouais, ça reste urbain, on est d'accord. Pour l'instant, effectivement, ça reste urbain, mais on commence à avoir
dans des villes de taille moyenne, de plus en plus de demandes. Bon, on va quand même signaler que c'est une entreprise française, mais qu'en plus vous avez relocalisé la production en France, et là, chapeau. Effectivement, on a un programme donc qui va nous permettre à fin d'année 2022, début d'année 2023, de relocaliser l'ensemble de l'assemblage de nos modèles E en France. Et ce sera où? Ce sera basé au Mans. Oh, très bien, la Sarthe. Bon, et ben, pas la pomme et la rillette. Et ben super. Et donc on rappelle. Et petite exclue également, donc on lance une opération pour ouvrir notre capitale auprès donc de nos partenaires et de nos clients. Pour nous, ça nous tient à cœur puisque on travaille sur le développement de notre communauté et de les faire participer à ce projet global, dont l'implantation de notre site en France. Eh ben c'est top. Merci beaucoup. Merci Valentin. On va peut-être en parler là justement. Valentin, parce qu'on va parler de quelqu'un qui a dépensé 135 millions d'euros pour acheter une voiture. Donc il a peut-être de l'argent à investir dans les scooters. Valentin Dylan-Schneider, qui est le fondateur de Raid Électrique, donc une maison française qui revient en France du côté du Mans et qui est spécialisée bien sûr en 2 roues électriques. Merci beaucoup. Bon week-end. Allez, tout de suite, on part du côté des voitures de collection et pas n'importe laquelle. CTEC, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Mathieu Lamour, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Directeur des ventes Mathieu. Arcurial de Motocars, pour parler de cette fameuse Mercedes qui fait rêver l'ami Jean-Luc. On va pas parler que de la Mercedes, mais c'est vrai peu. que quand même, quand je vous donne le chiffre, ça donne le tournis 135 millions d'euros pour une Mercedes 300 SLR coupé. C'est la voiture la plus chère du monde. Alors déjà, c'est quoi cette voiture, Mathieu ? Une 300 SLR, il y en a eu 2 exemplaires. C'est une voiture qui est donc issue de la technologie de la course à l'époque. Ouais, les flèches d'argent, Mercedes d'après-guerre, c'est ça. Exactement. Donc c'est une voiture évidemment très rare, quasi unique, qui appartenait au musée Mercedes. Et pour Mercedes, c'est un coup de communication extraordinaire puisqu'ils établissent le record du monde de la voiture la plus chère jamais vendue. 135 millions, c'est considérable évidemment. Et pour la première fois, une automobile de collection franchit la barre des 100 millions. Mais pour moi, mon cher Jean-Luc, eh bien, c'est le début. C'est tout à fait. Ce n'est que le début. Alors après cette voiture, elle a quand même une histoire particulière. Il n'y avait pas eu un énorme accident avec. Non, beaucoup... mais alors ça, Laurence, l'accident. Non, voilà. Non, c'est pas celle-là. Mais en tout cas, ça avait fait en sorte que. Oui, au Mans, Pierre Lévesque était sorti, il était rentré dans la foule, et Mercedes s'est retiré de la compétition. Et avait arrêté la construction de cette voiture-là à l'époque, en fait. Il y a eu 84 morts, ouais, c'est ça. Mais je t'explique pourquoi il y avait que 2 modèles, en fait. Non, en fait, le modèle de course était différent. Oui. Ça, c'est un coupé. Ça, ok, on a compris. Celle qui a été vendue, c'est un coupé. Celle qui courait au Mans, c'était une voiture ouverte. Ça, je vous ai suivi, mais pourquoi est-ce qu'il n'y en a eu que 2 ? Il n'y en a eu que 2 parce qu'elle devait prendre le relais des voitures qui couraient au Mans. Et Mercedes a décidé d'arrêter la compétition. Donc c'est 2 coupés n'ont jamais couru, mais étaient homologués pour la route. C'est ça qui est énorme. C'est les voitures de course avec lesquelles on peut aller faire ses courses. Mais oui, monsieur Jean-Luc, mais c'est ce que je voulais expliquer, parce que je connaissais l'histoire, mais du coup vous l'avez expliqué à ma place, c'est très bien. Alors, du coup... Oui, alors en plus la marche franchie là, entre les voitures précédemment les plus chères, parce que moi j'avais des Ferrari GTO qui coûtaient 48 millions de dollars, c'était déjà pas mal. Jusqu'à présent, même une Ferrari 250 GTO, la dernière, c'était vendue de gré à gré à 80 millions de dollars. Voilà. Ensuite, il y a évidemment celles qui se sont vendues en vente aux enchères. Nous avions vendu en 2016 une Ferrari 335S à 35 millions de dollars. Donc, effectivement, jusqu'à présent, c'était Ferrari qui menait la danse des voitures les plus chères. Et là, effectivement, pour Mercedes, c'est un coup de communication extraordinaire, puisque, 135 millions, là, ils battent tous les records. Alors évidemment... Est-ce que ça veut dire, Mathieu, qu'on est rentré dans le domaine des œuvres d'art exceptionnelles, comme certains tableaux qui se vendent des centaines de millions? Est-ce qu'aujourd'hui, l'automobile accède à ce statut ? Bien entendu, ça fait même bien longtemps qu'il a accédé à ce statut. Mais c'est vrai que 135 millions, c'est la barre des 100 millions franchie, c'est une barre très symbolique et qui représente, ça représente évidemment une somme folle qui fait réagir et qui rentre dans la tête de tout un chacun. C'est vrai qu'on est au prix, on est dans l'art majeur. Pendant des années, l'automobile était considérée finalement comme un vulgaire objet
de déplacement, voilà, c'est ça. Pour se déplacer. Et heureusement qu'il y avait quelques amoureux de l'automobile dès les années 50 qui sauvaient aussi plein de voitures, des casses, etc., de la destruction, puisqu'on récupérait après la guerre tous les matériaux, l'acier, l'aluminium, etc. Et certains, évidemment, ont gardé de très belles autos. On les a conservées pour les générations futures. Mathieu Lamour, on connaît un peu le type du profil de ces collectionneurs, enfin de ces gens qui craquent. Évidemment, j'imagine qui s'achètent des voitures à plusieurs 135 dizaines. millions, on va pas connaître le nom du propriétaire, à moins que... Je crois qu'il est anglais. Ouais. Alors le marché de l'automobile de collection se situe plutôt principalement en Occident, évidemment États-Unis, Europe de l'Ouest, puisque c'est là où on a vraiment la culture automobile, où ont été fabriquées les grandes marques. Ensuite, effectivement, il y a des exceptions un peu partout dans le reste du monde. Donc le profil un peu le profil, ce sont des grands chefs d'entreprise. Vous avez le numéro 2 de Google, qui est un des grands collectionneurs. Vous avez des grands chefs d'entreprise, d'entreprises internationales. Plutôt masculin, quoi. C'est un achat passion ou c'est avant tout un investissement? Ah, bonne question. Alors, d'abord, pour acheter une automobile, je dirais qu'une automobile, par essence, c'est un souci. Parce que par rapport à une peinture que vous mettez, un tableau, on l'accroche au mur, c'est terminé, il n'y a pas d'entretien. Une automobile, il faut l'entretenir, l'assurer, la garer, rouler avec. Donc ça prend du temps. Donc il faut être déjà un minimum amoureux de l'objet pour passer ce cap de l'achat. Contrairement à un tableau, une sculpture ou quoi que ce soit. Et on n'a pas besoin, par rapport à l'art, d'avoir forcément une culture très développée dans ce domaine. Il ne faut pas oublier que l'automobile est un domaine très récent par rapport à celui de l'histoire de l'art. L'histoire de l'art, depuis la préhistoire, l'art est là. Oui, les peintures dans les grottes, ça fait un petit moment. Et puis, par rapport à toutes les époques jusqu'à aujourd'hui, c'est considérable, la création artistique. L'automobile, c'est une invention merveilleuse qui a changé un peu la face du monde, dans la façon de vivre. C'est une invention qui n'a un peu plus d'un siècle, qui est un peu plus d'un siècle, fin 19e, début 20e. Donc, franchir la barre des 100 millions aujourd'hui, finalement, ça a été très rapide par rapport à l'histoire de l'art. D'accord. Est-ce qu'il y a des voitures qui peuvent battre ce record, d'après vous, Mathieu? Il y a des modèles, s'ils étaient mis aux enchères, qui exploseraient ces 135 millions. Lesquels certaines Bugatti, par exemple, la Bugatti Royale, qui est au musée Schlumpf, à Mulhouse. Le coupé Napoléon, celle-là. Le coupé Napoléon, évidemment, c'est une voiture qui, si elle arrivait sur le marché, eh bien, ce serait un événement considérable et une voiture très convoitée, évidemment, sur le marché. Bon, c'est du patrimoine national, donc il y a peu de chances qu'il la vendent aux enchères. Je sais que ça vous fait de la peine, mais il y a peu de chances. C'est-à-dire que, pour regarnir les caisses de l'État, ce serait la réponse idéale. C'est vrai. Et quelles sont, Mathieu Lamour, vous qui êtes directeur des ventes Arcurial Motocars, l'une des voitures les plus étonnantes que vous ayez eu à vendre ces derniers temps? Qui vous a vous-même totalement étonné, Je vais vous dire, j'ai autant de plaisir à vendre, je mets autant de cœur, nous mettons autant de cœur à vendre une très belle 2 chevaux Sahara avec les 2 moteurs, vous savez, avant-arrière, qu'une Ferrari 335S, une Ferrari de compétition. C'est-à-dire que chaque auto a son histoire et c'est l'histoire que nous mettons en avant. À chaque fois, on vend l'histoire, on offre la voiture avec. C'est pour montrer à quel point l'histoire est le plus important. Et c'était le cas de cette 300 SLR. Elle avait tout. Elle avait l'histoire. Et puis elle est belle en plus. C'est une voiture magnifique. Même si on n'aime pas l'automobile, on peut pas rester insensible. Non, c'est clair. Bien sûr, c'est superbe. Cool. Avec ses ailes papillons. Voilà, la 300 SL papillon. Donc le principe du dessin est à peu près le même que la 300 SLR, évidemment. La 300 SL papillon avec ses ailes, la 300, oui bien sûr, la 300 papillon, tout le monde la connaît, même si on n'est pas passionné de voiture, on la connaît. On sait à quoi elle ressemble. Puis moi j'adore son nez. En tout cas, merci beaucoup Mathieu. Mais je vous en prie, ce fut un plaisir. Mathieu Lamour, quel joli nom, directeur des ventes Arcurial Motocars, qui est venu nous parler, entre autres, de cette fameuse Mercedes 300 SLR. Mais on va préciser que celui qui l'a acheté n'a pas le droit de la vendre pour le moment. Donc, combien de temps ? Il n'a pas le droit de la vendre sans l'accord de Mercedes. Il doit l'entretenir chez Mercedes. Enfin voilà, il y avait des conditions. C'est-à-dire que la marque
qui n'a jamais vendu ses voitures au grand public a d'abord sélectionné un petit groupe d'acheteurs potentiels et celui qui l'a acheté est soumis à des conditions qui sont drastiques. Bon, mais en même temps, ça permet de garder la Exactement. voiture le plus longtemps possible. Et de ne pas faire trop de profit. Exactement. Bon, en tout cas, à un moment ou à un autre, ça arrivera peut-être, mais nous, on en a profité aujourd'hui sur Sud Radio, dans Ça roule, d'en parler dans quelques instants. Avant de faire les brèves de cette fin de semaine, on va vous accueillir au 0826 300 300. Vous avez une question à poser à l'ami Jean-Luc, un conseil pour choisir votre future voiture. On vous attend sur Sud Radio. À tout de suite. CETEC, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Juste avant les brèves de la semaine, Jean-Luc, on accueille Christelle qui a besoin de vos connaissances pour choisir sa future auto. Salut Christelle. Bonjour Christelle. Salut, bonjour Jean-Luc, bonjour tout le monde. Alors, votre besoin? Alors, mon besoin, voilà. Donc, j'hésite entre deux véhicules parce que là, actuellement, j'ai un Ford EcoSport en diesel. Donc, il est en LOA. Donc, mon contrat se termine à la fin de l'année. Et comme je sais qu'il y a quand même pas mal de délais pour avoir un véhicule neuf. Donc, du coup, j'anticipe un peu ma recherche. Et en fait, j'hésite entre la Puma hybride éthanol et le Hyundai Kona hybride. D'accord, bon, c'est à peu près les mêmes budgets, mais c'est quoi votre critère principal de choix? Alors déjà, l'EcoSport, vous n'aviez pas pris le meilleur modèle chez Ford. Hein. Allez, je suis désolé. Pourquoi? Parce que c'est un peu rustique, pas très confortable, pas très joli non plus. En plus, il le vendait même pas avec le gars qui faisait la pub, qui était plutôt assez essayant. Vous l'aviez acheté pour quelle raison d'ailleurs, Christelle? Parce que je cherchais un petit SUV. Ah d'accord. Donc, alors entre les deux. Alors entre les deux, si pour vous c'est le coût kilométrique qui arrive en premier, là il n'y a pas photo. Le Puma FlexiFuel. Alors c'est de la micro-hybridation, c'est la différence entre les deux modèles. Sur le modèle Hyundai, c'est une vraie hybridation. Sur le modèle Ford, c'est ce qu'on appelle de la micro-hybridation. En fait, c'est quoi? C'est un alterno-démarreur qui va récupérer un peu d'énergie pour recharger une toute petite batterie en décélération et qui va fournir un petit surcroît au démarrage ou lors des accélérations. Mais vous ne roulerez jamais en 100% électrique avec cette voiture, alors qu'avec la Hyundai, vous pouvez rouler en 100% électrique pendant 1 ou 2 kilomètres et pendant plus longtemps qu'avec le Puma. Mais l'avantage du Puma FlexiFuel, on en a déjà parlé dans l'émission, c'est que il mange un carburant à 75 centimes et qu'en plus il a une consommation qui était plutôt raisonnable. Moi j'avais consommé aux alentours de 7,2 litres au 100 avec la version qui n'avait pas la micro-hybridation. Ça veut dire que les 0,2 litres, on va les récupérer avec la micro-hybridation. Donc c'est 7 litres au 100 d'un carburant à 75 centimes, alors que de l'autre côté, on a une consommation qui est plus basse. On va être aux alentours de 5 litres et demi, mais d'un carburant à 2 euros. D'accord. Donc le calcul, il est rapidement fait. Il n'y a pas besoin d'être bon en mathématiques pour savoir que le Ford va être plus avantageux. Le problème du Ford, c'est que si vous le commandez maintenant, vous l'aurez sans doute en début d'année prochaine. C'est pour ça qu'elle s'y prend un an avant, vous avez raison. Vous avez raison. Donc, en plus, vous aviez déjà une Ford. Donc comme ça, au moins, vous connaissez le concessionnaire. Oui, c'est ça. Voilà. Non, puis il est sympa. Esthétiquement, le Puma, il est sympa. Et bon. Il est plus joli, c'est sûr qu'il est plus joli que le Hyundai. Voilà. Bon, les deux ont le même défaut, ils sont un peu raides en suspension. Donc je peux même pas vous dire il y en a un plus confortable que l'autre, c'est le même défaut pour les deux. Faites bien attention dans la définition du Puma que vous achèterez de pas prendre avec des trop grandes roues, parce que plus on a des grandes roues, alors on va pas rentrer dans le détail, à chaque fois il y en a qui me disent ouais mais c'est pas les grandes roues, c'est la hauteur du flanc du pneumatique. Bon, pour faire simple, plus vous prenez les grandes roues, plus ça va taper sur les petits raccords de chaussée. Donc vous évitez les grandes roues quand vous cochez la liste des options. Et Christelle, vous voulez toujours rester en LOA, c'est ça? Oui. Voilà. Non, mais vous avez raison. Vous avez plus avantageux. C'est plus cher au final. Quand on fait vraiment le calcul, c'est plus cher. Mais là, avec le Puma... En fait, là, on rend le véhicule. Vous occupez de rien. Voilà. Bon, en plus, là, ils seront contents parce que c'est une LOA qu'ils arriveront facilement à revendre derrière. Un véhicule FlexiFuel d'origine, ça partira comme des petits pains. En admettant que pour combien de temps vous la prenez? 3 ans, 4 ans? 3 ans, normalement, le LOA, non? 3 ans, 36 mois. Voilà. Donc 3 ans, bon. Vous faites combien de kilomètres par an, vous? Je fais 21 000. D'accord, ok.
Oui, vous allez voir, bien. vous allez passer à la pompe avec le sourire, hein, ça change tout. Hein. Ça fait quoi en termes de remboursement? C'est sûr, mais bon, j'ai vu qu'elle consommait beaucoup. Enfin bon, c'est sûr que le prix au litre est en dessous des 1 euro, mais j'ai vu que ça consommait 7 énormément. litres. Non, mais c'est pas énormément, 7 litres. Ouais. D'un carburant à 75 centimes. Ouais. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Faut pas compter en litres au 100, vous comptez en euros par kilomètre. Sur Internet. Oui. Non. 7 litres, c'est pas beaucoup de toute façon. Non, puis attendez. Il y a cette petite Twingo qui est à 4 litres. Ça sera beaucoup plus agréable à conduire que votre EcoSport. Hein. Diesel en plus. Ah oui, c'est sûr que. Juste si c'est pas indiscret, votre EcoSport, vous remboursiez combien par mois en LOA? Eh ben, ça me faisait 360 €. Ah oui, quand même. Pour 20 000 km. Ouais. Sur une voiture neuve au départ. Non, c'était. Pour 25 000 parce que c'est un. 25 000. Ouais, non, Christelle, ça sera mieux partout. Je vous le garantis. Bon, bah, c'est super. Ouais. Voilà, ma Christelle. On vous souhaite un très très bon week-end. Eh ben, super. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. Bon week-end à vous. Merci. Au revoir. Au revoir et bon choix. Allez, pour conclure notre rendez-vous, l'ami Jean-Luc, on y va sur les brèves de la semaine. Sud Radio, on parle auto. Le ministère des Transports a disparu dans le nouveau gouvernement. Ça a été une des surprises dans la composition du gouvernement d'Elisabeth Borne. Il n'y a plus de ministère des Transports. Ça laisse pantois hein, quand on connaît l'importance stratégique des transports, qu'ils soient individuels ou collectifs, privés ou professionnels dans notre économie. Le dossier des mobilités confié à la ministre de la Transition énergétique qui dépend du ministère de la Transition écologique. Ça, c'est au moins jusqu'aux législatives. Ça démontre la volonté de transversaliser l'enjeu de l'écologie, comme dit Xavier Oran, délégué général de Mobiliance. On peut aussi interpréter ça comme un manque de considération vis-à-vis des automobilistes, qui sont, il faut le rappeler, une des principales sources de revenus de l'État quand même. Le bonus écologique sur les voitures électriques vont-ils baisser de 1 000 € au 1er juillet? Alors pour le moment, c'est toujours prévu, hein. Rappelons que cette baisse initialement prévue au 1er janvier 2022 avait déjà été reportée de 6 mois, en partie à cause des délais de livraison importants, puis peut-être aussi parce qu'il y avait une petite élection. Hein. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, lui-même reconduit, a indiqué qu'il souhaitait prolonger l'aide de 6 000 € sur les véhicules électriques de moins de 45 000 € et de 2 000 € pour les véhicules dont le tarif se situe entre 45 000 et 60 000 €. Un conseil tout de même, hein, si vous êtes intéressé par ce genre de véhicule, dépêchez-vous de franchir le pas. Les bonus actuels sont valables pour un véhicule commandé avant le 30 juin si sa facturation intervient au plus tard le 30 septembre. Et Mercedes va supprimer 10% de ses concessions dans le monde. Ouais, le constructeur allemand ouvre le bal de ce qui sera sûrement la règle du commerce automobile dans le futur. Il prévoit en effet de réduire de 10% le nombre de concessions dans un avenir proche et même jusqu'à 20% en Allemagne. L'idée, c'est d'avoir plus de proximité avec le client et un meilleur contrôle sur les prix. Dans cette optique, la taille des showrooms va également diminuer puisque, selon Mercedes, 25% des ventes se feront en ligne à l'avenir. Rappelons au passage que Tesla a introduit un modèle totalement différent puisque c'est le constructeur lui-même qui vend ses voitures sans intermédiaire. Un modèle que jalouse, il faut le dire, pratiquement tous les constructeurs. C'était les brèves de la semaine by Jean-Luc Moreau sur Sud Radio dans On parle auto. On fait des verres sans en avoir l'air avec Lolo Perron. Next week. Oui monsieur, et quant à nous, eh bien, on vous laisse en compagnie de l'équipe d'Alain Marty, Invino, et quant à moi, vous me retrouverez également dans Invino demain avec un invité pour Un vin, une émotion, Richard Sanderson, c'est monsieur Reality, monsieur Laboum et monsieur plein d'autres choses qui adore le vin et qui est venu me parler d'émotions. Ce sera donc demain à partir de 12h30. Bonne journée et merci d'écouter Sud Radio. Bon week-end. Sud Radio, on parle auto. Avec Roule, le club automobile ouvert à tous.